Ok, bonjour à tous. Alors, je suis Noracha Avila, étudiante en sciences politiques, membre aussi de INTAL. Donc INTAL, qui est un mouvement de solidarité internationale euh, qui défend la paix et aussi la souveraineté. Et plus particulièrement le groupe INTAL Congo qui se focalise dans la lutte coloniale, euh, décoloniale et qui donc mène plusieurs activités, plusieurs actions à cet égard. Euh, je serai donc chargée de la modération avec Stéphanie. Stéphanie, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Je m'appelle Stéphanie Ngelbila-Moukadi, je suis membre du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Alors pendant ce webinaire qui est, comme vous le savez, consacré à la commémoration de l'assassinat de Maurice Mpolo, Joseph Okito et Patrice Emery Lumumba, nous allons pouvoir accueillir une série d'intervenants sur lesquels que nous allons vous présenter plus en profondeur dans quelques instants. Avant qu'on aille plus loin, je rappelle juste que vous avez en fait la possibilité de pouvoir poser vos questions à travers notre Facebook Live et celles-ci seront alors rapportées un peu plus tard à nos intervenants. Et donc, comme je vous le disais, je suis membre du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations et je commodérerai les débats d'aujourd'hui aux côtés de Nora. Et le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, comme le laisse entendre la dénomination, en fait, elle a pour mission de remettre en avant non seulement la vulgarisation de l'histoire coloniale, mais surtout de mettre en lumière le lien intrinsèque et filial qu'il existe entre les faits coloniaux et les discriminations que connaissent les Afrodescendants et les Noirs de Belgique aujourd'hui et à travers le monde. Donc, indépendamment du webinaire d'aujourd'hui, nous organiserons une série d'actions telles que des visites guidées, telles que des collaborations avec des institutions scolaires ou culturelles. Et on va essayer de vraiment toucher plusieurs registres durant ce webinaire. Donc voilà, on est vraiment ravis de pouvoir vous compter parmi nous et on espère que ça se passera parfaitement bien. Alors, dans un premier temps, on va accueillir parmi nous Ludo de Witt. Ludo de Witt qui est un monsieur à plusieurs casquettes, hein, donc il est historien, il est sociologue et on lui doit notamment l'excellent ouvrage intitulé L'assassinat de Lumumba, et grâce à qui en fait on a pu faire une série d'avancées importantes sur les conditions dans lesquelles Patrice Emery Lumumba et ses collègues, ses complices et ses camarades de lutte, Maurice Mpolo et Joseph Okito, ont trouvé la mort. Donc, Ludo Witt, merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je suis là. Parfait. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, je le rappelle, l'ouvrage de Ludo de Witt s'intitule L'assassinat de Lumumba. Et cette enquête, cet ouvrage est paru en 2000. Et il a permis de mettre en avant des zones d'ombre que bien des forces ont voulu laisser entre parenthèses. Alors, Ludo de Witt, ma première question sera la suivante. Quelle est l'implication de la Belgique dans l'assassinat de Joseph Okito, Maurice Mpolo et Patrice Emery Lumumba? Cette responsabilité de la Belgique est écrasante. Et il faut distinguer deux choses. Il y a d'abord eu le renversement du gouvernement Lumumba, et ça c'était une opération menée conjointement par la Belgique, les États-Unis et des officiers, des dirigeants des Nations Unies. À l'époque, on avait donc une grande contingent de casques bleus au Congo, qui sont venus au Congo à la demande notamment de Patrice Lumumba, justement pour restaurer la paix et l'ordre et pour obliger la Belgique de retirer ses militaires. Et donc, mais dans l'assassinat, il faut dire que cette responsabilité de la Belgique est vraiment
écrasante. La Belgique était le facilitateur, l'organisateur et même l'exécuteur de cet assassinat. Et pour comprendre ce qui s'est passé, il faut bien garder en vue la situation au Congo 6 mois après l'indépendance, c'est-à-dire à la fin de l'année 60, début de l'année 61. À ce moment, Patrice Lumumba était le prisonnier de Mobutu, qui entre-temps a fait son premier coup d'État. Il avait fermé le Parlement, où Lumumba avait une majorité derrière lui, et il était gardé là-bas par des troupes d'élite de Mobutu. Maintenant, au début de l'année 61, on avait eu une offensive des partisans de Lumumba à partir de l'est du pays qui ont essuyé des défaites militaires très importantes au régime en place dans la capitale. Et on a au même moment vu que dans les campements dans et autour de la capitale, il y avait beaucoup de remous, il y avait des grèves, il y avait des menaces de soulèvement. Et même à Thèseville, où le Lumumba était incarcéré, une des revendications des soldats était la libération de Lumumba. Et alors, la Belgique et les États-Unis, ils ont pris un grand panique. Les États-Unis n'avaient plus les moyens sur place pour intervenir. Ils avaient, dans les mois avant cette période, envoyé notamment un assassin, un de ses experts, mais ils l'avaient retiré parce qu'ils avaient cru que le problème était résolu dès que Lumumba était enfermé dans sa cellule à Thèseville. Et donc, à partir de ce moment, c'était la Belgique qui a dû agir, la Belgique qui avait des fonctionnaires, des agents secrets, des militaires partout au Congo. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, quelle était la solution pour le problème, pour la Belgique et pour les États-Unis et pour l'Occident? C'était la solution la plus simple serait d'assassiner Lumumba dans sa cellule. Eh bien, il y avait 2 grands inconvénients pour faire ça. La première, c'était que après une campagne extrêmement agressive aux Nations Unies, l'Occident a pu réussir que Kasavubu, qui était le président du Congo, a pu laisser reconnaître sa délégation comme le représentant officiel du Congo. Et ça, c'était le premier problème pour l'Occident. On ne voulait pas que le sang de Lumumba allait tacher donc les mains et donc l'auréole du président Kasavubu, qui était sur le plan diplomatique leur pion au niveau des Nations Unies et au niveau de la diplomatie internationale. Deuxième problème, assassiner Lumumba dans sa cellule, ça allait ou ça risquait de provoquer un grand soulèvement dans les campements où donc la sympathie pour le Premier ministre congolais déchu restait très grande. Et donc, on a pensé à trouver une sorte de sous-traitant pour résoudre le problème et pour faire le sale boulot. Et alors, l'idée était de l'envoyer au Katanga. Le Katanga, à ce moment, était en sécession. C'était une sécession organisée essentiellement par l'armée belge. Il y avait un accord entre la Belgique et les Nations Unies que l'aéroport était scindé en 2. Il y avait une partie qui était contrôlée par les casques bleus, l'autre partie était contrôlée par la Belgique. Et donc, on pouvait sans problème transférer Lumumba Mpolo et Pito à la partie belge de l'aéroport sans qu'il y avait un risque que, éventuellement, des casques bleus allaient essayer de le libérer. Maintenant, le problème pour la Belgique était que derrière la façade d'un gouvernement katangais, c'est-à-dire avec un président, Moïse Tshombe, et des ministres katangais, tous les pouvoirs essentiels au Katanga étaient aux mains des fonctionnaires et des militaires belges. Ils dirigeaient une sorte de gouvernement fantoche qu'on appelait le Bureau Conseil. Et la colonne vertébrale de ce pouvoir belge, c'était l'armée katangaise. Et c'est tout à fait clair que cette armée était contrôlée à 100% par la Belgique. Il y avait donc un téléx qui a été envoyé à l'époque par le consul belge au Katanga qui disait
au gouvernement belge, si on va retirer les officiers, les sous-officiers belges qui contrôlent cette armée, ça va s'effondrer dans les 24 heures, et 24 heures plus tard, ce sera l'effondrement de la sécession katangaise. Eh bien, ces Belges qui contrôlaient le Katanga, ils étaient contre la venue contre le transfert de Lumumba, Mpolo et Okito. Et pourquoi? Il disait, c'était le commandant en chef belge, le colonel Van der Belle, il disait c'est un cadeau empoisonné. Et pourquoi c'est un cadeau empoisonné? Parce que le transfert de Lumumba, internationalement reconnu comme le Premier ministre qui a légitimement donc pris ses fonctions suite à une décision du Parlement congolais, aux mains d'un gouvernement fantoche, d'un État qui est reconnu par personne. C'est impossible pour cet État fantoche pour garder comme prisonnier Patrice Lumumba. Surtout parce que à l'intérieur du Katanga, il y avait donc des casques bleus qui luttaient avec l'armée katangaise contre les Lumumbistes qui menaient une offensive. Et donc, la seule possibilité pour le Katanga, si on allait accepter Lumumba, c'était ou bien de l'expulser, de le libérer, ou bien de l'assassiner. Et donc, les têtes pensantes de la Belgique au Katanga, ils disaient non, on ne veut pas faire ça, on ne veut pas assassiner Lumumba chez nous au Katanga, ça va nuire gravement à la sécession katangaise. Et c'est pour ça que en fait, le ministre des Affaires africain de l'époque, il a donc envoyé un téléx le 16 janvier, officiellement orienté vers le président Tshombe, mais de facto, c'était orienté vers ses subordonnés au Katanga, dans lequel il dit il faut, c'est ma vœu pressante qu'on accepte immédiatement Lumumba au Katanga. Et donc, ce message a brisé donc la résistance des Belges au Katanga pour accepter Lumumba, et donc quelques heures après, donc le 17 janvier 61, on a donc transféré Lumumba, Mpolo et Okito au Katanga, qui ont été pris en charge par des officiers belges, des officiers de l'armée, des officiers de police. Et pendant 4 heures, sous leur responsabilité, ils ont été torturés par des Noirs, par des Blancs, par des officiers, par des militaires belges, pour finalement être achevés vers 22 heures du soir. Donc, suite à ça, on a essayé d'organiser une sorte de cover-up. Donc, l'officier belge qui a donc organisé cette exécution, Julien Gatt, on lui a transféré vers l'Afrique du Sud de l'apartheid, où il a passé quelques semaines de vacances. Ensuite, il a été transféré vers l'état-major de l'armée belge ici à Bruxelles. On lui a donné une nouvelle identité. On a changé son nom de Gatt dans Gatry, et ensuite on l'a transféré dans une caserne de l'armée belge en Allemagne. Donc, Monsieur De Witt, vous dites, et cette procédure de tentative de dissimulation de l'auteur est aussi menée par les mêmes pouvoirs qui ont donc commandité l'assassinat de Patrice Emery Lumumba? Oui, bien sûr, on a tout fait justement pour escamoter le rôle de la Belgique dans l'affaire, bien que ça n'a pas marché, parce que dès que on a donc dû, quelques semaines après, annoncer la mort de Lumumba, on a eu des grandes manifestations un peu partout dans le monde, et on savait très bien, on sentait ça dans les tripes, quoi, que la Belgique était derrière toute cette affaire. Mais effectivement, tous ces gens qui étaient impliqués ont été protégés. Il y avait même des gens qui ont été anoblis, notamment Jacques Bressing, qui est sur la liste des gens contre lesquels on a introduit une plainte pour un rôle dans cet assassinat. Il a été anobli par le roi. Il y a notamment une autre personne, mais je peux en énumérer beaucoup, Carlo Hague,
qui encore en 2009, donc après la publication de mon livre, après le rapport de la commission Lumumba, il a encore reçu des mains de l'ambassadeur belge en Afrique du Sud, où il résidait, une distinction honorifique au nom du gouvernement belge. Donc, effectivement, on a tout fait justement pour sauver, protéger ces personnes et en plus pour les gratifier dans un certain sens. Très bien. Mais vous pouvez aussi nous offrir une autre perspective. Donc, comme on le sait, aujourd'hui, ça fait 60 ans depuis cet assassinat. Est-ce que vous arrivez à percevoir un changement d'attitude dans la manière dont les autorités belges abordent cette question maintenant? On a eu l'été dernier une prise de position du souverain, donc du roi Philippe, qui reconnaît l'impact qu'a eu l'histoire coloniale et établit donc ce lien entre les discriminations et l'histoire coloniale. Est-ce que vous, en tant que sociologue, vous percevez une différence non seulement dans la société, dans la manière dont on aborde cette question, dans la manière dont on prend une certaine responsabilité, mais plus particulièrement d'un point de vue des autorités belges? Ben, il y a certainement une bonne évolution comparée d'il y a 25 ans, au moment où j'étais en train de travailler à ce dossier. À l'époque, j'ai reçu des menaces de mort des militaires. Donc, tout ça, c'est fini, quoi. Donc, ces milieux agressifs colonialistes, leur poids dans la société a beaucoup diminué. Mais fondamentalement, il y a toujours, jusqu'à aujourd'hui, une résistance de la part des autorités pour voir en face à 100% ce qui s'est passé à l'époque et pour en tirer les conclusions. Et je crois que la raison est assez simple. Si on doit reconnaître un rôle concret dans cet assassinat, très concret, alors ça veut dire que l'impact serait très immense. Parce que quand on dit assassinat Lumumba, on dit ascension de Mobutu, c'est-à-dire l'instauration d'un régime qui, pendant 3 décennies, exsanguait le Congo. Et donc, pour la Belgique, c'est une chose très, très difficile. Pas seulement pour des aspects financiers, mais aussi parce que la Belgique a un rôle sur la scène internationale très particulier. À côté, donc, il y a une division de tâches entre Paris, Londres et New York d'un côté et la Belgique de l'autre côté. La Belgique joue un rôle, parce que c'est un petit pays, elle n'a pas les moyens financiers ou militaires pour intervenir directement ou faire beaucoup de pression. Elle a la tâche d'intervenir sur la scène centrafricaine pour faciliter, pour dialoguer, pour organiser des compromis, des pactes, et on fait ça au nom des mots d'ordre comme la démocratie, les droits de l'homme, etc. Et donc, ce sera très difficile pour la Belgique, pour la diplomatie, pour faire ce travail, si en même temps, on doit avouer que à la base, ce n'est pas l'unique base, ce n'est pas l'unique raison, mais une des grandes facteurs qui ont déclenché cette crise en Afrique centrale est exactement un crime que la Belgique elle-même a commis. Et donc tout ça démontre qu'il y a une volonté de limiter les dégâts pour que le marge de manœuvre de l'establishment belge et surtout de sa diplomatie reste le plus grand possible. Très bien. Et sur la question dont on parle aujourd'hui, il y a eu une évolution, comme vous le dites, sur l'attitude, mais j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la question des restes, donc de la dépouille de Patrice Emery Lumumba et sur ses dents en particulier. Quelle est maintenant la situation par rapport à la restitution ou non et par rapport à l'aspect juridique et donc judiciaire de la dent du Premier ministre? Le cas des restes de Lumumba, c'est une démonstration, c'est très emblématique de la façon, du cynisme avec lequel la Belgique
a donc réagi envers cette tragédie qui a été instaurée en 61. Pendant 40 ans, jusqu'à 2000, jusqu'à la publication de mon livre, le commissaire de police qui avait détruit les corps de Lumumba, Mpolo et Okito, il avait gardé chez lui des restes de Lumumba comme une sorte de trophée de chasse. Il avait montré autour de lui, on a la preuve qu'au moins un journaliste belge savait très tôt que c'était le cas, on n'a pas réagi, on n'a pas rien publié. Et donc, après la publication de mon livre où je décris ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, il a été à la télévision, il a effectivement montré ses restes à certains journalistes, eh bien, la commission parlementaire qui a donc enquêté sur l'assassinat de Lumumba, et qui avait donc les pouvoirs d'un juge d'instruction, qui pouvait faire une perquisition, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. De nouveau, parce que, comme je l'ai dit tantôt, on voulait éviter de ne pas rendre très concret le lien entre la Belgique et cet assassinat. Et ce n'est donc qu'en 2016 que finalement, on a donc récupéré ces restes, pas comme dit le procureur général Van Leeuw, nous, on a trouvé les restes de Patrice Lumumba. Non, non, non. Il y avait un journaliste qui m'a contacté, qui avait parlé avec la fille de ce commissaire de police qui, entre-temps, était décédée, et elle avait montré bêtement ses restes. Et alors, j'ai introduit une plainte pour celle d'une partie d'un corps, et je menaçais de faire un grand cas médiatique si on ne bouge pas. Et donc, c'est suite à ça que finalement, on a donc organisé cette perquisition et qu'on a donc confisqué les restes. Maintenant, on est aujourd'hui, maintenant, on a donc libéré ce don. Je crois que cet acte, comme l'instauration de cette commission colonisation au Parlement, est essentiellement due aux mobilisations ici en Belgique. Il faut insister pour l'importance de ces mobilisations autour des suites de l'assassinat de George Floyd, cette grande manifestation à Bruxelles, toutes les actions contre certains statuts. C'est grâce à ça que finalement on a bougé, et que aussi le roi Philippe a bougé. Mais la résistance reste forte. Et rien que la déclaration de la justice belge, qui à un certain moment a dit la famille Lumumba peut venir chercher au greffe ce qui reste de leur père, mais c'est absolument honteux. C'est honteux, on le présente un peu comme c'est un paquet vulgaire, c'est comme une horloge qu'on avait perdu quelque part et qu'on peut venir le récupérer. Et donc, ça veut dire que donc en fait, cette résistance est très forte. Et ça a aussi à voir avec le fait que pour la justice belge, cette perquisition et cette confiscation posent un problème. Un grand problème. Pourquoi? Parce que... Monsieur De Witt, on va enchaîner sur une autre partie. Nora? Oui, bien sûr. Vous avez parlé du coup du rôle de l'État belge de cover-up pour les assassinats de Okito, Mpolo et Lumumba. Mais moi, j'ai une question. Qu'en est-il en fait du rôle de Davignon dans cet assassinat? Dans ces assassinats plutôt. Ben, le rôle de Davignon dans toute cette décolonisation du Congo, et pas seulement du Congo, hein, mais aussi notamment, je suis en train de préparer un livre sur le Burundi, dans ce qui s'est passé au Burundi, est grand. Davignon, à l'époque, il avait 27 ans, mais il venait de commencer une carrière dans la diplomatie, il était encore stagiaire, mais c'était quelqu'un, un rejeton d'une famille de nobles, avec extrêmement beaucoup de relations et de pouvoir. Hein. Son grand-père était ministre, son père était ambassadeur, il avait de la famille qui travaillait pour le Palais Royal, etc. Et donc, à partir, quand il avait 27 ans,
au moment où il faisait encore son stage, il était le représentant personnel du ministre des Affaires africaines. Des affaires étrangères. Donc, rien que pour dire qu'en fait, il était un homme déjà extrêmement, avec extrêmement beaucoup de pouvoir, et d'ailleurs, on l'appelait à l'époque le stagiaire plénipotentiaire. C'était comme ça qu'on l'appelait. Quel était son rôle? Dans l'été de 60, au moment où la Belgique avait décidé de renverser le gouvernement Lumumba, pas l'assassiner déjà, on croyait à l'époque que ça suffirait de le renverser. Alors, il a joué un rôle central au Congo, ensemble avec des officiers belges et des agents secrets belges, justement pour noyauter, pour faire pression sur le président Kasavubu, pour démettre de ses fonctions Patrice Lumumba, mais aussi pour noyauter l'armée congolaise et pour le corrompre pour que des détachements stratégiques prennent parti contre Patrice Lumumba, et ils étaient achetés avec de l'argent, notamment avec de l'argent qui était destiné aux priorités humanitaires, notamment justement pour organiser le rapatriement des Belges qui étaient en train de quitter le Congo. Et on a les téléx, hein, ils sont là, il y a des téléx dans lesquels d'Avignon dit on est en train, il faut une action, on doit unifier les opposants de Lumumba pour qu'on peut renverser le gouvernement selon nos voeux. C'est donc tout à fait clair. Dans les heures et les jours avant le 17 janvier, Étienne d'Avignon était comme attaché de cabinet, présent au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Le ministre lui-même, il était à l'étranger pour une mission, et au cabinet, le cabinet a retransmis tous les téléx dans lesquels des agents secrets au Congo et le ministre des Affaires africaines qui ont demandé, qui ont pressé le Katanga pour accepter le Lumumba, il a tout le temps retransmis ces messages vers le Katanga. Ce qui implique que à ce moment, c'était un aval, un feu vert de la part des affaires étrangères, implicite, mais très clair, pour qu'on accepte ce transfert de Lumumba vers le Katanga. Et dans ce sens, donc, ce transfert, des documents dans lesquels est très bien exprimée donc la volonté de livrer Lumumba à ses ennemis, demeure est un facteur qui fait que Étienne d'Avignon figure sur la liste des gens contre lesquels on a introduit une plainte pour un rôle dans cette crime d'État. Merci beaucoup, Monsieur De Witt. On sent et on voit toujours que le sujet est ô combien bouillant, mais pour ne pas avoir une conférence qui dure 3 heures, on sera obligé malheureusement de passer à l'intervenant suivant. Mais ceci dit, on reviendra vers vous, bien évidemment, et chacun d'entre vous au moment des questions-réponses. Alors, nous avons l'occasion aujourd'hui d'avoir un intervenant vraiment d'exception parmi nous. Il s'agit de Monsieur Ambroise Kalabela Misambo. Bonjour, Monsieur Kalabela. Merci beaucoup de nous honorer de votre présence aujourd'hui. Ambroise Kalabela Misambo est membre du Front de libération nationale du Congo. Il est conférencier émérite et il est aussi l'un des fondateurs de l'ASBL, le Clan, et ce depuis 1994. Et à travers cette ASBL, elle permet notamment de découvrir la culture noire congolaise particulièrement, et ce pour la diaspora au travers notamment de nombreuses publications, et elle trouve son siège à Liège. Monsieur Kalabela, ma première question est la suivante. Où en sommes-nous aujourd'hui quant à l'idéologie de Patrice Emery Lumumba? Et pour élément de contexte, je rappellerai que M. Kalabela a quitté le Congo à la suite du décès du Premier ministre, enfin, du décès de l'assassinat plutôt, pardon, du Premier ministre Lumumba ainsi qu'Okito Mpolo, mais a continué malgré ça à militer pour une véritable souveraineté du Congo et un nationalisme vaillant.
Donc, ma question est, où en sommes-nous pour vous aujourd'hui de l'idéologie? Quels sont les restes de l'idéologie lumumbiste? Merci beaucoup, madame, et je vous souhaite une bonne année. Merci. J'espère que l'année 2021 sera une année d'amplification du combat du peuple congolais contre le néocolonialisme auquel Patrice Lumumba, Pierre Moulélé et tous les autres patriotes congolais ont tiré l'attention du peuple pour ne pas tomber dans les pièges des premières années de l'indépendance. On m'a demandé de parler de la liaison entre le lumumbisme et le moulélisme. Ben, il n'y a pas tellement de grande différence entre Patrice Lumumba et Pierre Moulélé, parce que Pierre Moulélé a continué le combat après la mort de Patrice Lumumba. Donc, c'est la continuation du moulélisme, c'est la continuation du lumumbisme avec d'autres moyens que ceux utilisés par Patrice Lumumba. Patrice Lumumba a utilisé le lumumbisme pour permettre au peuple congolais de se libérer de la domination étrangère et de l'exploitation du peuple congolais par les colonialistes et les capitalistes. Si je peux juste me permettre comme élément de contexte pour ceux qui éventuellement ne sauraient pas qui est Pierre Moulélé. Pierre Moulélé était donc un homme politique congolais de premier plan, vraiment dans la même lignée que Patrice Emery Lumumba. Et oui. Il n'a pas été tout de suite perçu par les forces étrangères comme un des principaux soutiens non seulement de Lumumba en tant qu'individu, mais aussi de sa philosophie. Et rappelons qu'il est mort, torturé sous le joug du président Mobutu. Oui, en 1968. OK. Mais Pierre Moulélé était aussi le ministre de l'Éducation nationale du gouvernement de Patrice Lumumba. Voilà. Mais alors, j'aimerais bien commencer par Patrice Lumumba d'abord et ce qu'on en dit. Il y a un écrivain belge, Pierre Devos, qui a écrit un livre, Vie et mort de Patrice Lumumba. Mais je vais résumer un passage qui a attiré mon attention et l'attention de beaucoup de gens. C'est qu'à propos de Patrice Lumumba, Pierre Devos disait ceci. Patrice Lumumba est un personnage d'une dimension peu commune en Afrique noire. Lumumba serait sans doute devenu, s'il avait vécu, les champions du panafricanisme avant les Sékou Touré, les Kwame Nkrumah, Tom Mboya ou des Jomo Kenyatta. Mais il a disparu et il n'a pas pu jouer ce rôle qui lui était destiné. Et Patrice Lumumba, il n'a jamais été inféodé à qui que ce soit, à personne. Ça, c'est le propos de Pierre Devos dans son livre « Vie et mort de Patrice Lumumba ». Après Pierre Devos, je vais me référer à un livre qu'un compatriote qui vivait et qui vit encore en Tanzanie, Bibano Missa, il a écrit Le chemin de l'exil. Et dans ce livre, il a publié le discours de Pierre Moulélé et Théodore Benguila. Et ce discours, c'est un manifeste qui, aujourd'hui, attire l'attention des Congolais. Et voici ce qu'ils ont dit de leur retour de Chine, parce que Pierre Moulélé
et Benguila ont séjourné un petit temps en Chine. Et de leur retour de Chine et à Léopoldville en 1963, ils ont dit ceci. Peuple congolais, le pays est en train de sombrer dans le désespoir à cause des manœuvres colonialistes. Les colonialistes veulent nous imposer une nouvelle forme de domination, le néocolonialisme, c'est-à-dire une domination par l'intermédiaire de nos propres frères. Ces frères sont traîtres et corrompus et les réactionnaires de la bourgeoisie. Il n'est pas besoin de vous décrire la barbarie et la cruauté de cette nouvelle forme de colonialisme. Les colonialistes utilisent diverses méthodes: tuerie, assassinat, empoisonnement, les pots de vin avec des sommes d'argent colossales en dollars, la propagande mensongère par les médias, c'est-à-dire journaux, téléjournaux, tracts, etc. Beaucoup de dirigeants qui hier étaient nos défenseurs acharnés ont trahi la cause du pays. Or, comme vous le savez, dans toutes les sociétés, les traîtres sont punis sévèrement. Le pays est tombé entre les mains d'une caste qui cherche à s'enrichir d'une manière scandaleuse, rapide, révoltante et impitoyable, au détriment des intérêts réels du peuple qui continue à mourir de faim. La stratégie des grandes puissances au Congo s'appuie sur nos divisions, nos querelles, nos luttes tribales provoquées et entretenues d'ailleurs par les sociologues et les psychologues occidentaux qui sont partout dans le pays, et il ne faut pas parier de cette situation menaçante. Voilà ce que Pierre Moulélé et Théodore Benguila ont dit à propos du néocolonialisme. Cette lutte contre le néocolonialisme doit se mener sous la direction d'un pouvoir populaire et démocratique. C'est aussi une fausse conception de croire que l'indépendance équivaut à prendre la place des anciens dirigeants coloniaux pour ne rien changer quant à la structure économique du type colonialiste. L'indépendance, si on la veut entière et totale, entraîne une lutte héroïque et implacable du colonisé, parce que sa réalisation implique un changement radical. C'est une lutte systématique contre la colonisation. Elle est dure et de longue haleine. C'est une utopie de croire que la décolonisation totale et réelle puisse se réaliser sans casse. L'histoire de l'humanité nous le prouve avec éloquence. Notre détermination dans la lutte nous conduira à la victoire et celle-ci est inéluctable. Voilà ce que les moulélistes, qui sont en fait des lumumbistes, disent à propos du néocolonialisme. Mais j'aurais dû commencer par la déclaration de Patrice Lumumba concernant le néocolonialisme que les peuples congolais devaient combattre. Et Lumumba dit ceci: les forces qui nous combattent et qui combattent mon gouvernement sous le faux prétexte qu'ils combattent le communisme sont en train de voiler en fait leurs réelles intentions. Ces pouvoirs européens favorisent seulement ces dirigeants africains qui sont stipendiés à eux et qui déçoivent le peuple. Certains de ces pouvoirs
Certains de ces pouvoirs conçoivent leur présence au Congo ou en Afrique seulement comme une occasion d'exploiter leurs richesses, leurs riches ressources au maximum avec la connivence de certains dirigeants corrompus. Cette politique de corruption par laquelle chaque dirigeant incorruptible est appelé pro-communiste et chaque dirigeant qui est traître à sa patrie et pro-occidental doit être combattue. Nous ne voulons pas nous afficher avec n'importe quel bloc. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de tomber dans le néocolonialisme qui serait tout aussi dangereux que le colonialisme que nous avons enterré le 30 juin. La stratégie de l'impérialisme est de maintenir le système colonial au Congo et changer les acteurs comme dans une pièce de théâtre, c'est-à-dire remplacer les colonialistes belges par les néocolonialistes qui peuvent être facilement manipulés. Est-ce que les impérialistes aimeraient bien que nous fassions, qu'est-ce que les impérialistes aimeraient bien que nous fassions pour obtenir leur bénédiction et soutien? Voilà, et la même position que les Pierre Moulélé, après la mort de Patrice Lumumba, sur comment on appelle, sur la domination du Congo par les pouvoirs, tous les systèmes qui ont succédé au lumumbisme. Ambroise, il vous reste 2 minutes. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez rajouter en conclusion de vos propos? Je vais ajouter que la création du Front de libération nationale du Congo, le FLNC, c'est la création de la victoire de la pensée de Patrice Lumumba, qui est une référence manifeste et inéluctable du Front de libération nationale congolais. Même dans le programme du FLNC, on retrouve toujours la référence au programme du MNC de Patrice Lumumba, par exemple. Aussi, la lutte que le FLNC a décidé de mener se réfère à la déclaration de Patrice Lumumba quand les Belges hésitaient à lui donner la formation du gouvernement. Et Lumumba a dit, si on ne nous permet pas, nous, les nationalistes et les vainqueurs des élections, on ne nous permet pas de former le gouvernement, nous irons former notre gouvernement dans les montagnes du Congo. En fait, c'est cette suite-là que Pierre Moulélé et tous les autres ont suivi, et le FLNC aussi, c'est-à-dire on nous a empêchés de gouverner démocratiquement, alors nous allons arracher le pouvoir par la voie de la lutte armée. Pierre Moulélé a été tué pour ça. Le FLNC a pris la relève aujourd'hui et prépare d'aider le peuple à se libérer de cette domination et de cette misère. Merci beaucoup, Papa Ambroise. On voit à travers vos propos que l'esprit de résistance a fait intégralement partie du peuple congolais et de tout peuple qui a à un moment ou un autre été soumis à la colonisation. Merci infiniment pour vos sacrifices et merci pour les services rendus à la nation et merci pour votre combat contre la déshumanisation et votre combat pour la reconnaissance de l'humanité du peuple congolais. On va maintenant passer à notre intervenant suivant. Nora? Oui. Alors, Michel Bouffiou, vous êtes journaliste d'investigation et vous vous êtes penché en fait sur la question de la restitution des restes humains qui date de l'époque coloniale. Donc, vous avez notamment publié une enquête sur le crâne de Lusinga dans Paris Match. Donc, moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans ce travail de recherche donc sur les restes humains et du coup, quel a été le résultat et quel est son impact maintenant?
Écoutez, je me suis intéressé à l'histoire du chef Lusinga parce que elle synthétise finalement beaucoup de problèmes dont on discute actuellement, qui sont d'une brûlante actualité, puisque euh, le chef Lusinga, quand il a été assassiné, on ne s'est pas contenté de l'assassiner, on a également volé un certain nombre d'objets qui lui appartenaient, notamment des statuettes qui sont exposé encore aujourd'hui au Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren. Donc, il y a tout le débat que l'on connaît autour de ce qu'il faut faire de ces biens mal acquis et de leur restitution future aux Congolais. Par ailleurs, après avoir été tué, Lusinga, son crâne a été ramené en Belgique par Storms et ce crâne se trouve toujours euh, au Musée des sciences naturelles dans une collection coloniale de restes humains qui comporte plusieurs centaines de crânes. Alors pour restituer cette histoire qui n'est pas finalement sans corrélation ou sans lien ou qui ressemble en fait un peu à l'histoire de Lumumba. Donc, je vais vous donner quelques éléments de repère. Donc, en fait, euh, comment dire, la personne qui a commandité l'assassinat de Lusinga est un militaire belge qui s'appelait Émile Storms, dont le buste est encore présent à Bruxelles d'ailleurs au square de Meus. C'est un buste qui est tout à fait muet, qui ne dit rien aux gens. Et cette histoire, en effet, de Lusinga et Storms n'était pas connue de l'opinion publique en Belgique, alors qu'elle est quand même assez extraordinaire. Avant que je publie ces articles dans Paris Match, elle était connue d'un certain nombre de personnes tout de même, mais elle était l'objet de publications plutôt confidentielles par des scientifiques faisant un peu de l'entre-soi. Et, et donc, ce n'était pas dans le débat public. Et donc, en fait, Storm, c'était un militaire qui travaillait pour l'Association internationale africaine, qui est une organisation qui a été créée en 1876 par le roi Léopold II. Et il y avait un double visage, en fait. La propagande de l'association était de dire que dans une perspective multilatérale, elle allait apporter la civilisation avec des grands guillemets en Afrique centrale, qu'elle était anti-esclavagiste avec des grands guillemets également. Et donc, derrière cette façade présentable, c'était en fait simplement une entreprise de conquête coloniale. Il s'agissait pour Storms et tous les autres envoyés de cette association à l'époque d'aller dans le territoire qui correspond à l'actuelle République démocratique du Congo et d'y soumettre un maximum de chefs locaux qui cédaient leur territoire. Alors ces soumissions ont été obtenues parfois par de simples rapports de force. Quand les gens arrivaient armés, c'était difficile de leur résister, mais parfois aussi il y a eu des combats et des résistances. Et dans cette histoire de Lusinga, c'est ce qu'on trouve et c'est évidemment très intéressant. Ça nous montre qu'il y a une résistance au Congo dès le début des populations locales et je pense que c'est une idée importante. Et donc en fait, Storms va aller dans la région du lac Tanganyika. Il va créer en 1883 une station à Mpala du nom du chef local qui lui va se soumettre assez vite. Mpalas, peut-être pour situer, ça se trouve sur la côte occidentale du lac Tanganyika, dans l'actuelle province du Tanganyika, à peu près au sud de Kalemi et au nord de Moba. Et donc, dans cette région-là, à l'époque, il y a un chef puissant qui s'appelle Lusinga et qui, lui, va vouloir traiter d'égal à égal avec Storms. Évidemment, ça ne convient pas à cet envoyé de l'Association internationale africaine et donc il va y avoir un affrontement qui va
un conflit qui va se nourrir comme ça au fil des semaines, avec peut-être un moment important que je soulignerai. C'est en juin 1883, je pense que c'est un moment très symbolique dans cette histoire qui nous dit beaucoup de choses. En fait, après avoir pris possession des territoires du chef Mpala, le militaire Storms va trouver utile de faire une cérémonie avec le chef Mpala, une cérémonie, un échange de sang. Et donc, comme pour donner le message que tout ça se passe finalement en parfait accord, etc. Mais enfin bon, dans les histoires des occupations de différents pays, partout dans le monde, ce genre de choses se passent. Et donc, lors de cette cérémonie, Lusinga, le chef Lusinga est présent, parce que c'est un chef puissant de la région. Il est déjà en conflit avec Storms, mais il prend la parole. Il préside d'ailleurs la cérémonie, ça montre son importance. Il est même le parrain de Storms lors de cette cérémonie. Et donc, il prend la parole. Et alors là, ça renvoie vraiment au discours inattendu de Lumumba le 30 juin 60. Je trouve que c'est une scène qui est un peu du même ordre, parce qu'il dit quelque chose qui va peut-être être son arrêt de mort à Lusinga. Il dit donc, il prend la parole et il dit ceci, donc je vous cite Lusinga. Et si on peut le citer, c'est parce que Storms lui-même a retranscrit tout ça dans ses carnets qui sont encore accessibles aujourd'hui au Musée royal de l'Afrique centrale. Et donc, j'ai lu l'ensemble de ce que Storms a dit. Et donc, Lusinga dit « Homme blanc, le serment d'amitié par lequel vous vous liez aujourd'hui avec Mpala doit être sincère. Vous venez au milieu de nous, vous ne pouvez pas nous mépriser. Si vous faites du mal à Mpala ou à l'un des siens, vous mourrez. Si vous lui faites la guerre, vous mourrez, tous les vôtres mourront et votre puissance finira. » Et donc, en fait, c'est un discours de souveraineté, un discours qui prône au minimum une égalité avec Storms. Et donc, je trouve qu'il y a des accents dans ce discours que l'on retrouve aussi dans le discours de Lumumba en 1960. Et avec une autre correspondance entre les deux histoires, c'est qu'une personne qui résiste et qui a un discours d'opposition, de résistance, de souveraineté, finit par se faire assassiner. Et c'est le cas de Lusinga qui va être donc assassiné en décembre 1884, donc pas très longtemps après ce discours. Storms envoie ses mercenaires brûler tous les villages appartenant à Lusinga. On lui vole tous ses objets. Les écrits de Storms laissent entendre qu'il y a même une scène de cannibalisme à ce moment-là. Il y a des viols, il y a des prisonniers. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait horrible. Et donc, après l'assassinat, la tête de Lusinga est ramenée à Storms, qui va d'ailleurs la montrer aux populations locales en disant « Voyez ce qui arrive à celui qui ment à l'homme blanc ». Voilà. Et puis, on voit dans ses carnets qu'il explique aussi, il ajoute cette tête à sa collection. Donc, il y a plusieurs chefs insoumis qui ont subi le même sort. Et d'ailleurs, quand Storms revient en Belgique en 1885, dans ses bagages, il emporte à la fois des objets de Lusinga, ceux qu'on trouve au musée royal de l'Afrique centrale, mais également 3 crânes, celui de Lusinga et ceux de 2 autres chefs qui ont été assassinés dans des circonstances à peu près similaires. Il faut savoir qu'à l'époque, ces crânes ont été l'objet ont été montrés en Belgique, notamment à la Société d'anthropologie de Bruxelles, puisque c'était l'époque de la craniologie, où des scientifiques ou des pseudo-scientifiques comparaient les crânes de différentes races, entre guillemets, pour essayer de démontrer que la race blanche était supérieure aux autres races. Voilà. Enfin, moi, je ne crois pas à l'idée de race, cela dit. J'utilise les termes de l'époque. Monsieur Bouchiou, oui. Si je peux me permettre, donc à travers votre récit, on peut donc voir
la barbarie et la violence typique dans laquelle s'est fait le projet colonial belge au Congo. Oui. Et cette barbarie n'est pas encore finie, et je voudrais alors rebondir sur le positionnement du gouvernement congolais dernièrement et sur la question de la restitution des restes de Patrice Lumumba. Est-ce que le positionnement peut aider à avoir un impact plus général sur le suivi, sur le sort qui sera réservé aux restes humains des martyrs encore ici présents en Belgique et dans les différentes institutions scientifiques de notre pays? Est-ce que c'est en tout cas, je ne sais pas, j'ai entendu. Voilà. J'ai bien du mal à répondre à cette question. Tout ce que je peux vous dire par rapport à la position du gouvernement congolais en ce qui concerne ces collections coloniales de restes humains, parce que bon, il faut savoir que, je vous précise quand même, c'est un élément de réponse important, c'est que ayant travaillé sur le crâne de Lusinga, ça m'a amené à constater que ce crâne était aujourd'hui dans une collection qui se trouve au Musée des sciences naturelles. C'est une ancienne collection du Musée du Congo. Et donc, dans cette collection, je m'y suis intéressé. Donc, et là, il y a plusieurs centaines de crânes. Il y a aussi des crânes qui étaient dans une collection à l'USB. Et donc, il y a beaucoup de restes humains en Belgique. Notamment à l'Université libre de Bruxelles. Oui, l'Université libre de Bruxelles qui, elle, a fait un pas en avant puisqu'elle a passé un accord avec l'Université de Lubumbashi pour une cession de droits, entre guillemets, sur ces crânes, et donc qui est en fait la première étape d'une restitution de ces crânes aux Congolais via l'Université de Lubumbashi. Donc là, c'est en fait la seule évolution concrète qu'il y a eu ces dernières semaines. Alors pour la question que vous me posez sur la position du gouvernement. Mais donc même dans cet accord, c'est un accord entre deux institutions académiques, deux institutions universitaires, oui, et non pas entre les autorités belges et les autorités congolaises. Non, du tout. Et donc, pour répondre plus précisément à votre question, quand j'ai mené cette enquête, bien entendu, j'ai essayé de prendre contact à diverses reprises avec le gouvernement congolais et avec les autorités congolaises. Et donc, par rapport aux collections coloniales de restes humains, je n'ai jamais eu de réponse et je n'ai pas entendu de prise de position, en tout cas du gouvernement congolais par rapport à ça. Et donc, je trouve que là, il reste encore du chemin à faire, mais il reste du chemin à faire en Belgique aussi, puisque en Belgique, à la suite de ce travail, il y a eu quand même une évolution, c'est-à-dire que le gouvernement a décidé de financer un groupe de scientifiques qui doit travailler sur tous ces restes humains pour essayer de trouver un maximum d'informations sur leur histoire, pour réfléchir aussi aux conditions dans lesquelles ces crânes et tous ces restes humains pourraient être un jour restitués aux Congolais. Mais en fait, on avance vraiment très lentement. Il faut savoir qu'il y a ces avancements se font aussi de manière isolée. Je veux dire, ce n'est pas un plan global qui est pensé au niveau de l'État et qui entraînerait donc une décolonisation et une remise à plat des différentes institutions en une seule fois. Donc, c'est vraiment de manière isolée des décisions qui sont prises par certaines personnes. J'ai l'impression que le groupe qui a été mis en place, il s'appelle HOME. Donc, ce groupe de scientifiques qui est financé par le gouvernement. En fait, c'est une manière un peu de botter en touche, je dirais pour l'instant, en tout cas d'avancer à un rythme de sénateur dans ce dossier. Mais bon, c'est tout de même un groupe qui est financé par le gouvernement belge. Donc, les résultats si je dis que c'est un peu botté en touche, c'est parce que le rapport final de ce groupe de scientifiques, il est prévu pour mars 2022. Donc, on prend vraiment son temps, alors qu'on constate que dans d'autres pays, des problèmes similaires ont déjà trouvé des solutions. En France, il y a eu des restitutions de restes humains. Il y en a eu également en Allemagne. En fait, le problème est un problème de choix politique, de vouloir véritablement avancer.
Et en Belgique, on parle encore de ce problème en soulignant plutôt des points juridiques. Il faut faire évoluer le cadre légal, etc. Mais je pense que c'est simplement parce que politiquement, la décision n'est pas encore prise. Mais il faudrait aussi, pour faire avancer les choses, parce que finalement, c'est un peu ça qui rend quelque part service au gouvernement belge dans cette affaire, il faudrait aussi que le gouvernement congolais se positionne clairement pour avoir qu'il y ait un rapport de force qui s'installe par rapport Très bien. à l'intérêt humain. Merci beaucoup, Monsieur Michel Bouffiou. Et donc, on se rend compte à travers votre prise de parole qu'il y a effectivement des avancements, mais que ça reste vraiment très timide et que ça reste un peu anecdotique aussi. Je voudrais aussi saluer votre travail, Monsieur Bouffiou, un travail fouillé, méticuleux, grâce à qui on a pu noter énormément d'avancements en fait, en mettant ces questions en lumière. Et tout particulièrement vous remercier par rapport à votre travail dans le décès de la petite Maouda Chori, sans qui on n'aurait pas pu mettre en lumière beaucoup de zones d'ombre, beaucoup d'incohérences dans l'enquête et dans la manière dont ces faits ont été menés. Donc un tout grand merci pour nous tous. Et je vous invite, chers participants et chères personnes qui nous regardent chez vous, à vous rendre sur le blog de Monsieur Michel Bouffiou et à suivre ses investigations et ses travaux. Merci, monsieur. Est-ce que je peux juste dire un mot, parce que c'est important, je trouve, pour les personnes que cela concerne. Je voudrais tout de même dire que par rapport au crâne de Lusinga, il y a 2 demandes de restitution qui ont déjà été faites. L'une par Thierry Lusinga, qui se présente comme un descendant du chef Lusinga et qui vit à Lubumbashi, et l'autre par un groupe Murumbi, qui est en fait un groupe constitué d'universitaires de Lubumbashi qui, eux, interviennent au nom de la communauté Taboua. Et je voudrais dire par rapport à ça un peu mon indignation, parce que ces demandes n'ont fait l'objet même pas d'un accusé de réception. Mais on reviendra sans oublier sur ces questions dans la deuxième partie. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler à nos participants de ne pas hésiter à poster vos questions sur notre Facebook Live et qui seront bien évidemment retranscrits et transmises à nos intervenants. Merci, Monsieur Bouffiou. Oui, je tiens aussi à ajouter Facebook Live et du coup aussi ceux qui sont actuellement en train de visionner le lien, enfin la conférence en ligne sur Zoom. Alors du coup, notre intervenante suivante, c'est donc Brenda Odimba, qui est aussi membre de Intal. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Bonjour Nora, merci Nora, merci Stéphanie, merci également au collectif Mémoire coloniale et de lutte contre les discriminations, ainsi qu'à Atal de me donner la parole aujourd'hui. Donc voilà, je m'appelle Brenda Odimba et je suis d'origine congolaise, plus précisément même d'origine Tetela, comme notre cher Patrice Emery Lumumba, dont nous honorons la mémoire aujourd'hui, ainsi que celle d'Okito et de Mpolo. Ok. Alors, ma question, c'est, donc tu as lancé une campagne qui s'appelle Décolonize Beaux-Arts. En quoi est-ce qu'elle consiste? Quel est l'objectif derrière cette campagne? Alors, donc pour mettre un peu ça d'abord en perspective, donc je n'ai pas lancé la campagne toute seule, donc c'est une campagne d'Intal Congo, un groupe de Intal Globalized Solidarity, donc qui lance une campagne de décolonisation des arts et de la culture. Donc, cette campagne a pour but, bien sûr, premièrement, donc de décoloniser les arts et la culture, mais aussi de demander la démission, le départ immédiat d'Étienne Davignon de la tête du Beaux-Arts. Donc, il est actuellement président du CA du Beaux-Arts et nous aimerions son départ immédiat. Nous aimerions donc qu'il parte avant la fin de son mandat, qui s'arrête bientôt. Nous n'avons pas les dates exactes car
la personne suivante n'a pas encore été choisie. Et nous aimerions également demander des excuses de la part du gouvernement ainsi que des explications pour avoir choisi une telle personne, avoir choisi d'avoir mis une telle personne à la tête du Beaux-Arts, qui est une institution en termes d'art et de culture et un emblème belge. Alors, sur quoi se base la campagne Décolonise Beaux-Arts? Alors, moi, donc, je vais remercier Ludo de Witt parce que c'est donc sur son livre de 1999 que se base cette campagne. Donc, ce livre de 1999, c'est un livre donc écrit par Ludo, historien, sociologue, donc un livre qui a été mondialement reconnu. Donc, Ludo de Witt a acquis cette reconnaissance mondiale grâce à ce livre extrêmement bien documenté, qui, du coup, élabore les preuves autour de l'assassinat de Lumumba et qui apporte des éléments incriminant Étienne Davignon, comme il vous l'a déjà expliqué. Donc, je ne reviendrai pas sur ces points. Donc, comme il a été avéré, donc si vous vous rendez sur le site de la Chambre et que vous tapez enquête Lumumba, si vous cherchez le mot d'Avignon, il apparaît 35 fois dans le rapport du 16 novembre 2001. 35 fois, vous pouvez diviser par 2 parce que, vu que le rapport est aussi bien en néerlandais qu'en français, il y a 2 fois plus de litres, certes, mais 35 fois tout de même. Donc, l'implication d'Étienne Davignon n'est pas un fait que M. Ludo de Witt a inventé et qui n'a pas été reconnu. La Chambre, lors de son enquête parlementaire qui a duré 18 mois, si je ne m'abuse, en 2000, a fini par reconnaître et documenter cette implication. Donc, personne ne remet en cause l'implication d'Étienne Davignon lors des faits qui ont conduit d'abord à la chute du gouvernement congolais et ensuite à l'assassinat de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Donc voilà, ça c'est vraiment pour nous le premier point. Donc ce problème que nous avons de savoir à la tête d'une institution comme le Beaux-Arts, une personne comme Étienne Davignon qui est liée à l'assassinat de Lumumba et qui est toujours, comme déjà dit aussi, qui fait toujours l'objet d'une plainte depuis 10 ans de la famille de Patrice Emery Lumumba. Premier point donc. Deuxième point, parce que c'est aussi le sujet de cette conférence, nous avons beaucoup parlé du passé, mais c'est également très important de parler du présent et du futur. La décolonisation, c'est justement pour offrir un présent et un futur meilleur aux nouvelles générations, pas qu'aux diasporas, mais à tout le monde. Il est très important pour nous, mais je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec cette idée. Il est très important pour nous qu'une institution comme les Beaux-Arts, que les arts et la culture en Belgique soient un lieu d'expression collective qui ne raconte pas uniquement les histoires de la culture dominante. Il faut que les histoires qui sont racontées dans le cadre des arts et de la culture permettent un dialogue. Et c'est pour ça qu'il faut décoloniser les arts et la culture pour permettre justement d'arrêter les problèmes, par exemple, comme le racisme structurel. La colonisation n'a pas pris fin le jour où les pays africains ont pris leur indépendance. La décolonisation est un travail permanent. Tant qu'il y aura des statues et des rues nommées selon à la suite de Léopold II, alors que maintenant tout le monde sait ce que Léopold II a fait au Congo, tant que les musées auront toujours en leur possession des restes humains et de l'art qu'ils ont accaparé durant la période coloniale, tant que dans l'enseignement, il ne sera pas enseigné l'histoire coloniale de manière exacte, de manière complète, il y aura des problèmes de racisme structurel, il y aura des problèmes de discrimination à l'emploi. Parce que raconter que Léopold II est parti au Congo pour civiliser, pour apporter la paix, pour apporter le développement, pour mettre fin à l'esclavage, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et en perpétuant ce mensonge, on perpétue l'idée de ce racisme, du fait que l'homme noir est inférieur à l'homme blanc. On perpétue l'idée que le roi Léopold II est venu apporter la civilisation à ce pauvre peuple africain
Et donc, on perpétue l'idée que l'Africain est moins bon que le blanc. On perpétue, et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un taux de discrimination à l'emploi qui est le même en Belgique qu'aux États-Unis. C'est un article du soir de juin, à la suite des manifestations Black Lives Matter, qui nous donne ce genre de chiffres. Aujourd'hui également, je tiens à saluer la RTBF, car ils ont publié un article sur le passé colonial et également sur l'assassinat de Lumumba, où ils citent l'implication d'Étienne d'Avignon. Donc voilà, cette campagne, je le rappelle, elle a pour but de décoloniser les arts et la culture, et elle a pour but de faire la lumière sur la personne qui est Étienne d'Avignon, personne liée à l'assassinat de Lumumba, mais plus encore, personne aussi qui siège et qui a siégé à la tête de nombreuses structures multinationales avec des enjeux financiers assez importants. Donc, certes, Étienne d'Avignon a pu apporter des sponsors grâce à son carnet d'adresses, mais est-ce qu'il est bon qu'un homme blanc de 88 ans lié à un assassinat d'un homme d'État congolais et ultra-capitaliste se trouve à la tête d'une institution comme les arts, comme le Beaux-Arts? Je vous pose la question, et pour moi, c'est important de maintenant pouvoir aussi donner la place aux autres intervenants pour réagir. Merci beaucoup, Brenda, pour ton intervention. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, donc tu nous as résumé à peu près en quoi consistait donc la campagne des Colonized Beaux-Arts. On espère qu'elle portera ses fruits. En tout cas, je te soutiens et je pense que tu as le soutien d'autres personnes. Oui, donc cette campagne que nous lançons aujourd'hui, donc que vous pouvez retrouver sur le site dintal.be, est déjà soutenue par de nombreuses associations signataires, donc bien sûr le collectif Mémoire coloniale et de lutte contre les discriminations, mais encore Ludo de 8, donc notre intervenant qui est présent. Nous avons également le soutien de Lucas Catherine, mais aussi de Picho, l'artiste qui en 2015 a voulu avoir l'image de Lumumba lors du premier festival Afropolitan aux Beaux-Arts, et qui s'est vu interdire ce droit. Donc en 2015, première édition, d'Avignon interdit l'image de Lumumba. Vous devinez pourquoi? Parce qu'évidemment, il est lié à son assassinat. Donc pour lui, c'est un peu gênant de retrouver l'image de Lumumba dans l'enceinte de l'institution qu'il gère. Donc déjà en 2015, la communauté afrodescendante s'était mobilisée pour contrer cette interdiction, et donc avait passé le discours de Lumumba en réaction à cette interdiction. Donc Picho nous soutient. Nous avons également le soutien du CADTM, de Hart Bovenart Bruxelles, les Bruxelles Panthères. Nous avons le soutien de Binabi Wilbe, de Change ASBL. Nous avons également aussi récemment reçu le soutien de Quinoa, du collectif Présence Noire, Sous l'arbre à palabres. Voilà, je ne vais pas vous citer toute la liste des signataires, mais voilà, c'est déjà à ce stade-ci une campagne qui rencontre beaucoup de soutien, parce que les demandes de décolonisation qui, dans le cadre de cette campagne, s'adressent plutôt aux arts et à la culture, sont quand même un sujet d'actualité, comme disait Michel Bouffiou précédemment. Et donc, pour nous, c'est vraiment important que aussi les gens soient de plus en plus informés, parce que c'est une discussion qu'on avait avec une personne du collectif. Malheureusement, vu que il n'y avait pas d'obligation de raconter l'histoire coloniale, aussi bien la population belge, les générations belges,
que la diaspora congolaise et la diaspora africaine ne savaient pas cette histoire et ne connaissaient pas Lumumba. Très peu de gens, en fait, connaissent Lumumba. Et pour nous, c'est important que les gens connaissent cet héros de l'indépendance, ce héros des libertés, parce que Lumumba, ce n'était pas quelqu'un qui était contre les Belges, ce n'était pas quelqu'un qui était contre le capitalisme, ce n'était pas un communisme, un communiste, il l'a dit, il était proche de tous les courants. Il a eu des discussions avec le Parti communiste, comme il a eu des discussions avec à peu près tout le monde. Lumumba était une personne fédératrice. Lumumba a voulu l'union du Congo. C'est ce que Lumumba cherchait avant tout. Il voulait l'indépendance, il voulait la liberté et il voulait le respect des droits humains. Et c'est pour ça qu'on l'a assassiné. C'est parce que en donnant la liberté au Congo, les sociétés belges et étrangères perdaient le contrôle des ressources naturelles. Donc le Congo, c'est quand même un des pays les plus riches en termes de ressources naturelles, mais c'est aussi un des pays les plus pauvres. L'habitant congolais est un des habitants les plus pauvres au monde. Comment expliquer j'ai envie de parler de dissonance, comment expliquer cette aberration qu'un pays qui est le plus riche en termes de ressources naturelles soit aussi le pays qui abrite les personnes les plus pauvres au monde? C'est bien une preuve que le passé colonial, donc la colonisation et la néocolonisation de ce pays, sont encore à l'œuvre et font encore que ce peuple soit un peuple pauvre qui subit encore de nombreuses atrocités à l'heure actuelle. Donc pour en revenir donc, au passé et au présent de la Belgique, parce qu'aujourd'hui, nous célébrons, nous rendons hommage, parce que il n'y a rien à célébrer aujourd'hui, c'est un triste jour. Nous rendons hommage à Okinto Mpolo et Lumumba, mais nous voulons aussi parler donc, de passé, de présent. Et donc, c'est pour ça qu'il est très, 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 très important que l'on puisse, grâce à cette campagne Décolonize Beaux-Arts, offrir à la population un espace d'expression où tous les artistes, aussi bien issus de la diaspora que les artistes d'origine belge, un espace où l'histoire est racontée de manière factuelle. Bien sûr, on peut parler aussi de fantaisie, mais il faut que le Beaux-Arts ait à la tête une personne jeune, ouverte d'esprit et non responsable d'un assassinat et donc ultra capitaliste. Les arts et la culture sont un droit. Avec l'éducation, l'art et les arts et la culture sont un des fondements de notre société. C'est ce qui fait qu'on est un être humain et pas un animal. L'art, la culture, l'éducation, notre cerveau, la manière dont nous échangeons, dont nous communiquons. Donc, il est très important que les arts et la culture aient une ouverture vers le passé pour un meilleur futur. Donc voilà. Merci beaucoup Brenda pour ton intervention à nouveau. Je pense qu'on peut passer à l'intervenant suivant. Je rappelle aussi qu'on peut poser les questions via Zoom et via le Facebook Live. Et juste, du coup, je me permets, on vous enverra le lien, mais je me permets aussi de vous citer le lien de la campagne. Donc, vous pouvez lire le dossier complet de la campagne Décolonize Beaux-Arts sur intal.be/campagne/Beaux-Arts. Donc, sur ce site, vous pourrez signer la pétition. En signant cette pétition, vous pourrez envoyer au choix, vous n'êtes pas obligé, mais vous pourrez envoyer un email à la ministre Wilmès pour donc demander la démission et le départ immédiat d'Avignon, ainsi que des explications et des excuses par rapport à cette nomination, et donc nous soutenir par rapport à cette campagne, et donc lire bien évidemment le dossier en entier qui est donc soutenu par de nombreuses sources, dont bien sûr la plus importante est le livre de Ludo de Witt,
qui est intervenu un peu plus tôt. Donc, je répète, intal.be/campagne/beaux-arts. Rejoignez-nous. Merci Brenda, merci pour ce rappel. On va passer à notre intervenant suivant et final de la journée, en la personne de Guy-Patrice Lumumba. Monsieur Lumumba, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On l'a vu à travers les différents récits et les différentes interventions d'aujourd'hui, qu'il y avait véritablement eu non seulement une violence, mais aussi une volonté de continuer à museler la parole des résistants et de continuer à falsifier la vérité historique et à traîner dans la boue le nom de Lumumba, Okito et Mpolo. Donc, on aimerait vous donner l'occasion de pouvoir vous exprimer comme bon vous semble et par rapport à un thème qui vous sera cher et à souhait. Donc voilà, vous avez libre cours. Oui, bonjour à tous les auditeurs et je vous remercie. Je crois que mon visage y apparaît rarement. Mais je voulais tout simplement dire, quand vous voyez la photo de Lumumba, et à l'époque il avait 4 enfants. Dans cette photo, je n'apparais pas. Aujourd'hui, ça fera 60 ans de l'histoire, donc il n'y a pas de tabou. Je suis né. Mon père s'est marié avec ma mère à Kisangani. Quand il était à Kisangani, bien qu'il ait Pauline Opango comme épouse et avec François, Julienne, Patrice et Roland, et à un certain âge, mon père a fait le choix de se marier. Et c'était avec ma mère qu'il a envoyé ma mère étudier à Brazzaville. Et parce que toutes les femmes congolaises, c'était à l'école ménagère, parce que ce qui est vrai, le contexte historique du Congo, la Belgique est catholique, donc la femme doit rester à la maison et on conditionnait les femmes, plus ou moins les femmes des évoluées, certaines femmes, à ce qu'ils puissent savoir comment préparer la maison, repasser, autres. Il n'y avait pas de place pour cela et mon père enverra ma mère faire des études à Brazzaville qui était beaucoup plus ouvert. C'était également colonie française. Et à son retour à Kisangani, ils se sont mariés coutumièrement. Et ma mère travaillait comme étant secrétaire de mon père. Et il n'y a pas si longtemps que j'ai mis sur Internet les photos de mon père et de ma mère, parce que je n'ai pas voulu pour l'instant pouvoir déranger mes frères. Hein, je peux dire la vérité. Et ma mère revient avec mon père et ma mère travaille à la primature. Ma mère me parle comment il y avait Tchombé, enfin non, Gizenga. On parle de Gizenga en tant que vice-président, vice-premier ministre, mais Gizenga n'avait pas de bureau. Dans la primature, il y avait un couloir et Gizenga était là avec une chaise, c'est tout. C'est ma mère qui lui a opté des journaux. Donc, on verra, ça dit, bon, c'était après l'indépendance. La mort, disons, de mon père, et Mobutu a cherché à envoyer les militaires pour arrêter et assassiner ma mère. J'ai été sauvé par un professeur d'histoire belge qui a été à l'époque envoyé au Congo. Et ce professeur d'histoire est toujours vivant, il est à Liège. Il est le président du Parti socialiste liégeois. Bon, je serais né après la mort de mon père, d'où dans l'histoire, on n'en parlait pas. Mais j'ai vécu au pays, j'ai vécu avec la famille paternelle, et j'ai rejoint mes frères, dans le sens que je parle, mes frères ne connaissent pas les pays, ne connaissent pas les us et coutumes du pays. Ils sont partis dans un pays arabe, qui est l'Égypte. Donc, ils vont vivre dans un pays qui n'est pas la leur, qui n'a rien à voir avec la tradition, avec l'Afrique, on peut dire noire, et après ils vont venir ici en Europe.
Mais ce sont des personnes brisées, ne connaissant pas l'histoire. Moi, je les rejoins à l'âge de 20 ans. Et là, je vais vivre pendant 2 ans avec l'aîné en Suisse. Puis, je viendrai vivre avec Julienne, Roland, moi, Pauline, au Pango, car Patrice venait tout le temps pendant les vacances. Et c'est moi qui lui ai parlé du pays et de parler de l'histoire. Je sais comment enseigner en disant, quand tu verras tes frères, il faut que tu puisses leur en parler, ils ne savent rien. Voilà, c'était pour situer la différence qu'il y a quelquefois moi et mes frères. Ben, je dirais, mes frères sont rentrés après long exil, au bout de 33 ans, ils sont rentrés au Congo. Et moi, j'ai refusé, parce que je disais, je connais le Congo, je connais la mentalité, disons la capitale, la mentalité des Mobutistes, des Quinois. Je dis, ce n'était pas les moments. Les premières actions, c'est que moi, j'ai appris de mon père à travers la lecture et à travers le militantisme de tous ceux qui étaient plus âgés que moi. Et voilà, je peux redire les premières actions que j'ai pu également poser. Ça a été à la sortie du livre de Lido, qui a été les personnages pivots pour qu'on puisse en parler jusqu'aujourd'hui. C'est son livre qu'il a sorti. Et de ces livres-là, donc, je ne cesserai jamais de les remercier. À partir de ces livres, il y a eu la commission parlementaire. Et de cette commission parlementaire, il a bien évoqué le rôle également qui était la Belgique de division des tâches, qui à un certain moment, la Belgique va se proposer de créer, de noyauter les enfants de Lumumba, de Paul et Okito, en créant ce qu'on appelle la Fondation Lumumba. Mais la Fondation Lumumba est d'esprit belge, politique belge. Comment nous pouvons noyauter les enfants de Lumumba et les mettre dans un carcan? Pardon, excusez-moi, Guy. En fait, ce serait possible de se recadrer, de faire un focus sur Lumumba, s'il vous plaît? D'accord, non, je parle, oui, c'est dit sur moi, mais je parle de moi. Hein, parce qu'il y a des points dans lesquels je parle de ces livres. Il y a eu la Fondation. La Fondation également, je parle belge. Je dois en parler, pourquoi ça n'existait pas. Parce que j'ai été invité par Gers Vernet, qui était le président de la commission. Et à la suite de cette commission, il y a eu question de nous corrompre. C'est moi qui me suis opposé, d'où la commission n'existe pas, la fondation. Deuxièmement, en 2006, je me suis présenté en tant que candidat indépendant à la présidentielle, où ça m'a valu 2 arrestations au Congo. C'était toujours pour m'intimider. Mais à la fin, il a fallu au deuxième tour que je puisse faire les choix entre 2 candidats financés par la communauté internationale et les sociétés minières, d'où j'ai plus ou moins choisi la neutralité. Je verrai, c'est-à-dire, je parle également des actions. Il y a eu encore le film de Raoul Peck, qui a été financé par la communauté européenne, de façon de démontrer à travers ces films que ce sont les Africains et Congolais eux-mêmes, à cause des minerais, qu'ils ont éliminé le Lumumba. J'ai assigné ces films en référé en France. Bon, j'irai bien jusqu'à ce qu'on parle de la restitution. C'est également toujours grâce à Ludo De Witt, quand il a déposé cette plainte. 2 ans plus tard, je suis venu à Bruxelles pour déposer plainte. À Bruxelles 1000, j'étais au commissariat. Ils m'ont dit, tu ne peux pas déposer plainte. Mais j'écris et c'était une femme policière qui est sortie. Il me dit, Monsieur Lumumba, c'est nous qui avons assassiné ton père. Il dit, c'est nous les Belges qui avons assassiné ton père. Parce qu'il a mis du temps et il revient, me dit, viens avec un document qui établit que tu es le fils de Lumumba, nous allons te les restituer. Il me donne l'adresse. Va là-bas et tu déposes, ils vont te les restituer.
Voilà. Donc, je fais des petites émissions pour que je puisse au moins accéder à cela, parce qu'il fallait qu'il y ait un des descendants de Lumumba puisse faire la demande. Je l'ai fait avec des amis. On a fait des marches ici à Bruxelles. Je remercie encore les cabinets des avocats qui nous ont aidés, dont le maître Marshall, qui a payé de sa poche 3 000 €. Parce que je peux vous dire, ça c'était les conditions dans lesquelles on nous a mis dans une précarité financière pour que quand il y a un événement, un mouvement, pour que nous puissions dire oui. Mais dans tout cela, je me suis toujours présenté là où il ne fallait pas. Parce que j'estimais, je voulais tout d'abord la vérité sur mon père. Quelles que soient les actions politiques, je me suis toujours opposé à l'achat de conscience. Voilà, j'ai parlé, disons, du mois. Et cet événement, je me retrouve encore ici en Belgique parce que je sais, au moins en Belgique, il y a encore beaucoup d'amis, ceux qui sont sincères, beaucoup de jeunes qui se battent afin que la vérité non seulement soit connue, mais qu'il y ait une autre forme de coopération entre la Belgique et le Congo. Monsieur Lumumba, vous évoquez justement des jeunes dans votre intervention. Par rapport à l'héritage de votre père, si vous aviez un message à faire passer à la nouvelle génération, étant donné que ça fait 60 ans depuis l'assassinat de Mpolo, Tito et Lumumba, quel serait ce message par rapport à cet héritage pour cette nouvelle génération? Cette génération, tout d'abord, je dirais, ils font vivre Lumumba à travers les idées, parce qu'il est mort au XXe siècle. Au XXIe siècle, je les encourage, d'où mon rôle serait toujours également de les accompagner. Et je peux dire à tous ces jeunes, c'est grâce à toutes vos campagnes, aujourd'hui nous pouvons dire que nous pouvons quelque part enterrer notre père, quels que soient les 2 dents qu'ils ont proposé de les restituer. Au moins, il y aura un sépulture au Congo où nous dirons, c'est là qu'est enterré le Lumumba. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de notre webinaire, de cette conférence, à la partie de questions-réponses de nos différents participants et participantes. Nora, je t'en prie. Oui, nous avons une première question donc, qui est pour Michel, en fait, de la part de Joseph Aganda. Quel est votre secret? Enfin, quel est le secret que vous avez qui vous apporte la force à lutter et donc du coup à résister pour la vérité et la justice, que ce soit en Belgique ou ailleurs? Voilà, excusez-moi, je devais remettre le micro. Je ne sais pas, je trouve que c'est une question un peu trop élogieuse. On pourrait la poser à Ludo de Witt, également, qui a fait un travail tout à fait extraordinaire. Non, moi je pense que simplement, personnellement, donc je suis belge. Moi, je n'ai pas de problème avec ma nationalité belge. Et je trouve que notre pays se grandirait vraiment à regarder son histoire en face. Je pense que dans un état de droit, c'est important qu'on soit bien par rapport à son histoire, parce que l'histoire, elle nourrit, si elle n'est pas bien assimilée, si on ne la regarde pas en face, eh bien, finalement, on se nourrit pas de l'histoire, mais de l'histoire telle qu'elle nous a été racontée par une certaine idéologie dominante à une époque. Et donc, l'histoire coloniale, elle a été fortement, beaucoup racontée finalement par les coloniaux eux-mêmes. Donc, je pense qu'il faut dépasser ça. Et la motivation, elle est là parce que cette histoire mal racontée, elle nourrit encore des préjugés racistes aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est un combat qui est tout à fait essentiel pour notre démocratie et qui peut-être énerve un certain nombre de personnes, mais je pense que ces personnes se trompent. Je pense que ce n'est pas un combat qui oppose les gens, c'est un combat qui finalement a une vertu de rassembler, parce que si tout le monde peut se mettre d'accord sur une vision de l'histoire
et sur les conséquences de cette vision qui en découle. Par exemple, par rapport aux objets qui se trouvent à Tervuren ou à ces restes humains qu'il conviendrait de restituer aux Congolais, eh bien, je pense que ça a une vertu pacificatrice finalement. Donc, il faut à mon avis, regarder l'histoire en face. Ma motivation, elle est tout simplement là. Et je voudrais juste conclure à cette réponse que le travail que je fais n'a rien d'extraordinaire. En fait, c'est une question d'y consacrer du temps. Et les gens doivent savoir que beaucoup de sources existent, sont disponibles. Il faut aller les consulter. Ça se trouve notamment au Musée royal de l'Afrique centrale, où il y a des tas de documents très intéressants qui racontent une partie de cette histoire. Il faut aller les lire, il faut aller frapper à la porte de ce musée, à leur bibliothèque, et rentrer dans ces documents. C'est accessible, et donc il faut dire ce qui est en fait tout à fait accessible. Voilà. J'aurais aimé, parce que tout à l'heure, si je peux me permettre encore 1 minute, je ne sais pas si je peux ou si c'est trop long. 1 minute, hein? Oui, 1 minute. C'était juste pour une précision par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur les collections coloniales de restes humains. Je voudrais que les gens comprennent que dans cette histoire, c'est pas l'histoire d'un Emil Storms qui est un illuminé ou un criminel isolé, mais que d'autres militaires ont fait la même chose que lui. Ils ont aussi ramené des crânes en Belgique. Et je voulais juste vous citer un document qui montre que Storms a ramené des crânes en Belgique, pas seulement de son initiative, mais qu'il y a été invité par l'autorité de l'époque, à savoir par le bras droit de Léopold II dans l'entreprise coloniale à l'époque, qui était donc Maximilien Strauch, qui était le patron de l'Association internationale africaine. Il a écrit 7 lettres aussi, ces 3 lignes, je vous l'ai dit, à Emil Storms le 20 juillet 1883. C'est ceci. Donc, nous vous approuvons de consacrer vos loisirs à la formation de collections d'histoire naturelle. Ne vous pressez pas d'expédier en Europe vos échantillons. Ne manquez pas non plus de recueillir quelques crânes de nègres indigènes, si vous le pouvez, sans froisser les sentiments superstitieux de vos genres. Excusez-moi. Choisissez autant que possible les crânes d'individus appartenant à une race bien tranchée et dont le caractère n'a pas subi de modification physique par suite de croisements. Notez soigneusement le lieu d'origine des sujets ainsi que leur âge quand cela est possible. Donc, à l'époque, il y a le bras droit du roi Léopold II dans cette entreprise coloniale. Donc, c'est un document tout à fait officiel de l'époque qui se trouve au Musée royal de l'Afrique centrale, qui donne donc cet ordre tout à fait officiel à Storms de ramener ses crânes en Belgique. Et donc, voilà, il ne faut pas résumer ça à l'histoire d'un militaire un peu fou qui faisait des collections de crânes. Ça engage aussi plus généralement la Belgique, toute cette histoire. Oui, donc ça venait vraiment dans, comme on dit, le poisson pourri par la tête. Une autre question pour Madame Odimba. Étienne d'Avignon arrive à la fin de son mandat et n'est pas candidat à sa succession. On peut imaginer qu'il ira jusqu'à la fin du mandat et partira avec les honneurs. Qu'attendez-vous concrètement d'une institution telle que le Beaux-Arts, outre la démission de son président de CA? Donc, ce qui est attendu de la part du CA du Beaux-Arts, parce qu'un président du CA, c'est le CA qui l'élu, ce n'est pas nous qui choisissons qui est à la tête des Beaux-Arts. Donc, nous attendons qu'il y ait une réelle remise en question par rapport à la manière dont est gérée une telle institution. Nous voulons que cette institution permette de laisser place à la créativité des artistes et de tous les artistes. Comme je disais précédemment, pour qu'il n'y ait pas uniquement cette place à la culture dominante. Donc, on ne parle pas uniquement ici de couleur, de race. On parle également de genre, de femmes et d'hommes, une meilleure représentation entre les femmes et les hommes, mais également ne pas uniquement laisser la place
à de grands sponsors du monde capitaliste. Nous voulons des arts et de la culture qui s'adressent à tout le monde, aussi bien donc aux classes les plus hautes qu'aux classes les plus basses. Nous voulons des arts et de la culture populaire. Nous voulons que cette institution soit un outil d'éducation, parce que l'école est bien sûr l'outil principal de l'éducation. Et comme vous le savez, les étudiants, c'est pas ce qu'ils préfèrent, écouter leur professeur assis sur un banc d'école. Donc, il faut que cette institution permette qu'il y ait une meilleure compréhension du monde, soit décolonisée, de manière à ce qu'on puisse parler de tout, parler du présent, parler du passé, et autoriser toutes les cultures, tous les genres, tout le monde à s'exprimer, et pas, donc, à nouveau, comme j'ai déjà expliqué, interdire l'image d'un leader pour les droits humains. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Et alors, Une autre question alors pour Monsieur Lumumba. Ah, Nora, je t'en prie, vas-y. donc je disais, on a une autre question de la part de Paola pour Guy Lumumba, donc, qui est la suivante. Comment est-ce que vous voyez le message de votre père dans la lutte pour la souveraineté du Congo? Est-ce que votre père a laissé enfin, est-ce qu'il y a un discours qui peut être considéré comme texte fondateur? Il faut juste réactiver votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Bon, merci beaucoup. Je dirais, je vais expliquer, c'est notre père. On ne s'intéresse pas à tout ce qui est écrit. Nous vivons jour au jour les événements, les rencontres. Et je dirais, c'est moi ce qui m'a beaucoup intéressé. Il y a les discours du 30 juin, parce qu'il y a 3 parties dans les discours du 30 juin, où il y a ce qu'il dit, ce que nous étions, ce que nous sommes aujourd'hui indépendants et ce que nous ferons demain. Il avait 36 ans quand il a dit. Donc, il s'adresse à des jeunes. Cette partie où il décrit ce que nous avons vécu. Il a dedans, il dit, la Belgique, les pays avec lesquels nous avons demandé les dépenses. Donc, il veut accompagner également les 2 pays, qui est également notre nation, comment nous devons gérer nos pays dans le respect, l'égalité et les choix, de respecter les choix également des Congolais. Voilà les discours, c'est-à-dire les textes qui est les plus importants, qui est celui-là, mais il est également le seul homme politique qui nous a invités, nous, ses enfants. Parce qu'il dit, à mes enfants que je laisse et que je veux, il nous a demandé en ce que nous puissions travailler pour notre pays, en égalité avec tout le monde. Les textes, voilà lesquels moi j'ai dit, c'est en lisant les discours du 30 juin, c'est un discours, on peut dire du XXe siècle, mais nous sommes du XXIe siècle. Nous pouvons le réactualiser et demander également à tous ceux qui sont aujourd'hui libres, matures, comment nous allons œuvrer pour que notre pays retrouve également sa place sous un soleil pur. Merci. Merci. On a une autre question pour Monsieur Bouffiou. Donc, Monsieur De Witt a parlé de menaces de mort et de résistance des instances publiques lors de ses recherches. Monsieur Bouffiou, avez-vous aussi fait face à une certaine résistance lors de vos recherches? Et je me permets une deuxième question donc, de ce monsieur.
Quel conseil pouvez-vous adresser aux journalistes qui entament un travail de recherche sur le MRAC? Ça commence à faire sombre pour moi, derrière. Monsieur Lumumba, si vous pouviez juste couper votre micro. Voilà. Je peux y aller? Voilà. En fait, non, je n'ai fait l'objet d'aucune menace, mais il y a un autre petit jeu qui est peut-être plus subtil. Je ne sais pas si Ludo a rencontré parfois ce type de réaction, c'est-à-dire c'est parfois une absence de réaction et une impossibilité de débattre. Par exemple, depuis j'ai écrit aussi beaucoup d'articles sur les objets, l'histoire des objets qui se trouvent exposés à Tervuren, une histoire compliquée et douteuse de ces objets qui ont été volés. Et donc, en fait, depuis que j'ai écrit ces articles, j'attends impatiemment d'avoir un jour l'occasion, par exemple, de débattre avec le directeur du musée de Tervuren, mais il n'y a jamais un débat où on peut être en présence l'un de l'autre. Et donc, en fait, voilà, moi, c'est surtout ça qui me marque. Et donc, je vois très bien que chaque fois qu'il y a des éléments qui sont publiés, par exemple, les éléments sur les collections coloniales de restes humains, il y a des choses qui se passent, mais avec un décalage. Donc là, il y a maintenant ce groupe de scientifiques qui travaillent sur les restes humains, c'est très, très bien. Mais de véritables débats, de confrontation, c'est très difficile de l'avoir avec les autorités qui sont en charge de ce problème en Belgique. Donc, voilà. Donc, je pense que s'il y avait plus de débats, on avancerait plus vite. Mais voilà, c'est compliqué en Belgique. Voilà. Merci. Monsieur De Witt, vous désiriez rebondir sur les éventuelles résistances et ce qui vient d'être dit par Monsieur Bouffiot? Oui, effectivement, j'ai eu deux fois des menaces pendant que j'étais en train de travailler aux archives. C'était avant la publication de mon livre, mais tout ça s'est fini dès que le livre était publié, dès qu'on a eu donc la confirmation par Soute qu'il avait effectivement détruit les corps de Lumumba, Paul et Quito. Mais Michel a raison, hein, il y a parfois, on se tait et il y a une sorte d'autocensure de la part des médias. Et je veux bien rappeler que j'ai publié l'assassinat de Lumumba en 1999. Et 3 années avant ça, en 1996, j'ai publié un premier livre, Crisis in Congo, qui n'a pas été traduit en français. Et dedans, essentiellement, tous les éléments pour commencer à comprendre ce qui s'est passé au Congo, renversement Lumumba, assassinat, c'était dedans. Et ça n'a provoqué aucune réaction dans les médias, sauf un article à la première page du journal flamand de Morgen. Et la différence entre 96 et 99, à mon avis, c'est qu'entre-temps, la dictature de Mobutu était tombée et que le peuple congolais avait renversé ce régime et qu'on avait donc la prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Et de nouveau, à partir de là-bas, cette action du peuple congolais, jusqu'à aujourd'hui, les mobilisations des afrodescendants autour de Black Lives Matter, tout ça, ça pousse en avant les possibilités, ça ouvre des brèches dans l'idéologie dominante, justement pour discuter tous ces éléments-là. Et je crois que ça, c'est important. C'est bien indiqué donc le rôle des actions, de la lutte, justement pour avancer une meilleure compréhension de l'histoire et les enjeux qu'on a devant nous. Si je peux me permettre, je n'avais pas répondu à la deuxième partie de la question. Oui, pardon, mais on va juste devoir accélérer un peu. Excusez-moi. Alors, en fait, pour Monsieur De Witt, donc on a un intervenant qui dit « Je n'ai jamais entendu que les nazis possédaient des restes des résistants, qu'ils devaient les restituer.
Donc, pourquoi tous les colonialistes européens ont, attendez, j'essaie de suivre, ont emporté des restes humains des résistants africains en Europe? Je crois que essentiellement pour Gerhard Sutter, parce que j'ai parlé avec lui. Hein. Je suis allé le visiter avec un ami, parce que je ne voulais pas aller tout seul, parce qu'il pouvait, après coup, me reprocher de faire des propos indécents ou pas très, très sérieux. Et c'était quelqu'un qui, effectivement, a emporté ses restes. C'était d'ailleurs pas seulement un dent, c'était 2 dents et une phalange. Où ils sont, on ne sait pas. Lui, il a emporté ça comme trophée de chasse. C'est comme un chasseur qui a abattu un animal, qui met son pied dessus et qui prend une photo. C'est ça le but. Et donc, c'est en quelque sorte essayer pendant des décennies d'étaler sa supériorité envers ses ennemis qu'on considère qu'on se considère comme supérieur envers eux. C'est ça le but, je crois, de ce type d'acte ignoble. Super, merci beaucoup. Alors, Stéphanie, je te propose de conclure notre conférence. On en arrive presque à la fin et on a un peu peur que ça se termine pile à 17h et pour ne pas vexer qui que ce soit. Est-ce que quelqu'un a encore un mot pour 1 minute, chacun et chacune? Mais vraiment 30 secondes en fait, même pas 1 minute. Brenda. Merci Stéphanie. Non, moi je veux vraiment peut-être alors terminer sur une note positive. Aujourd'hui, donc c'est une journée triste parce qu'aujourd'hui donc on célèbre, enfin on rend hommage à un assassinat, mais c'est également quelque chose de très positif de voir que depuis donc Black Lives Matter en juin de l'année passée, c'est un sujet qui prend vraiment beaucoup d'ampleur. Les médias y accordent enfin l'attention nécessaire. Comme disait Ludo de Witt, son livre Crisis in Congo n'avait eu aucune couverture à l'époque. Donc, c'est vraiment très positif de voir que nous avançons. Le sujet de la décolonisation avance. Donc merci Brenda. Oui, donc voilà, pardon. Monsieur de Witt. Je n'ai rien ajouté à ce qu'a dit Brenda, donc je suis tout à fait d'accord. Il faut continuer la lutte. Merci beaucoup, Monsieur Bouffiou. Pardon. J'en profite pour répondre à la question qui m'avait été posée, à laquelle je n'avais pas répondu. En 30 secondes. En 30 secondes, quel conseil donnez-vous aux journalistes qui entament un travail de recherche qui implique le Musée royal de l'Afrique centrale? Eh bien, le conseil, c'est d'y aller simplement parce que ces sources sont accessibles au public, à n'importe qui veut demander à avoir accès à ces informations. Il ne faut pas avoir peur d'y aller et il faut forcer la porte si on la ferme, mais je ne crois pas qu'ils ferment la porte. Ça, ce n'est pas le cas, donc il faut aller vers cette documentation qui a beaucoup à nous dire encore. Merci, Monsieur Bouffiou. Monsieur Lumumba. Alors moi, je dirais, on parle de Lumumba, mais il y a un gouvernement. On a entendu le président Félix Tshisekedi dire le 16 décembre que le 30 juin de cette année, il y aura une journée spéciale. Je rappelle tout simplement au moment où le président de la République parle de Lumumba, il doit s'impliquer dans la plainte, car la plainte que nous avons déposée, c'était les enfants de Lumumba. Point. Nous n'avons pas de poids. Aujourd'hui, c'est le gouvernement congolais qui doit les faire. Parce que Kabila, qui a été mis au pouvoir par la Belgique, les États-Unis et la France, a refusé. Donc, il y a lieu, Félix Tshisekedi puisse mettre l'État congolais doit porter plainte et ça donne un poids au Congo. Et c'est tout à fait légal. On ne peut pas dire nous l'allons réceptionner et nous laissons la plainte aux enfants de Lumumba. Nous avons interpellé le président Félix Tshisekedi en disant c'est
l'État. Car la Belgique l'a dit, les enfants Lumumba viennent d'être récupérés au greffe, mais c'est monté au niveau de l'État, que l'État puisse faire son œuvre. Et je m'applique à partir d'aujourd'hui, afin que, parce que je parle le mois prochain au pays, afin je fasse des pressions au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, au niveau du gouvernement, déposer une plainte et les Congos demandèrent à la Belgique d'accélérer cette plainte. Les deux personnalités qui sont encore vivantes ne doivent pas rester impunis en Belgique, mais il y a eu un crime. Et c'est de ces crimes, la Belgique... Je rappelle qu'il reste 3 minutes. Merci, Monsieur Lumumba, okay. Désolé. Mais je vous en prie, encore une phrase, oui. Non, j'ai dit très bien. Concernant la restitution, j'ai entendu dire qu'il y a eu 2 dents. Il y a 2 dents. C'est tout. Donc, je vais m'impliquer afin que je puisse vous informer de tous les déroulements parce que c'est la famille, nous qui sommes victimes et les gouvernements congolais. Merci beaucoup. Merci pour ces quelques mots. Voilà, chers participantes et chers participants, nous arrivons à la fin de cette conférence. 17 janvier 1961, 17 janvier 2021, 60 ans. Mais le combat est loin d'être fini, on le voit. Et la Belgique est un pays de droit, mais force est de constater que 60 ans après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, de Joseph Okito et de Maurice Mpolo, la justice n'a toujours pas été rendue. Or, une civilisation qui ruse avec ses valeurs est une civilisation moribonde, comme l'a très justement dit Aimé Césaire. Et la force avec laquelle Lumumba, Mpolo et Okito se sont battus pour un Congo libre et souverain est la même force avec laquelle nous, les héritiers de ce combat, continueront ce combat jusqu'à ce que justice nous soit rendue. Alors, le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations rappelle que les différents héros et héroïnes de notre continent n'ont pas attendu d'avoir un certain âge pour s'engager dans la lutte. Et elle aimerait par la même occasion donc rappeler qu'il n'y a pas de bon moment et que cette lutte doit commencer dès maintenant pour la jeunesse. C'est à nous de la sensibiliser et de la former à la lutte décoloniale. La colonisation n'est pas finie, elle a pris d'autres vêtements, au même titre que le capitalisme, elle a mué. Et donc nous-mêmes devons aussi adapter nos moyens de lutte pour répondre au pouvoir colonial et au néocolonialisme qui opère encore à l'heure actuelle, comme on a pu le voir à travers la personne d'Étienne d'Avignon. Alors, nos héros ne sont pas décédés, ils sont dans un autre monde et surtout, nous célébrons aujourd'hui le message, l'exemple et la voie qu'ils ont tracée pour nous précédemment et que nous engageons dans cette mission, dans cette nouvelle génération que nous sommes, à emprunter et à honorer. J'ose rappeler encore aujourd'hui que ce n'était pas seulement un hommage aux personnes de Joseph Okito, de Maurice Mpolo et de Patrice Emery Lumumba, mais aussi en la personne de Amilcar Cabral, de Mouzé Laurent Désiré Kabila, de Ernest Wandier et de plein d'autres personnes dont nous n'avons pas l'occasion de citer aujourd'hui, mais dont nous reconnaissons la grandeur. Donc merci infiniment à tous d'avoir pris part à cette célébration, car nous célébrons leur lutte et nous célébrons les victoires et les résistances de notre continent. Et vive Okito, vive Mpolo, vive l'Afrique unie, vive le Congo souverain et vive l'humanité tout entière. Merci à vous et nous vous retrouverons très bientôt pour de nouveaux événements et que la lutte continue car la victoire est certaine. Merci à tous. Merci. Merci à toi, merci à vous tous. Merci.